Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et il est 17h. Bienvenue à vous pour cette troisième émission de la semaine. C'est le retour du Magal West de 17h à 18h. Aujourd'hui, on parle cinéma et séries. Ça faisait longtemps. J'ai donc quelques séries et quelques découvertes à vous partager. On va aussi parler d'une actrice IA qui pourrait bien voler la vedette aux stars hollywoodiennes. On en parle en deuxième partie d'émission. Comme toujours, on retrouve un reportage et aujourd'hui c'est Mani qui nous parle du groupe Appelez-moi François, un duo de musiciens à découvrir dans cette émission. Côté musique, toujours en partenariat avec la Ferrarock, c'est Alix Ferns. On découvre cette semaine leur nouvel album qui s'appelle Symphonie publicitaire sous influence, un groupe qui vient de Montréal au Canada. On écoutera 2 titres, Aha et Drama. Je vous propose bien sûr de regarder la météo. Quel temps va-t-il faire ce soir ? On en parle dans un instant, ainsi que des événements à ne pas rater cette semaine. Actuellement, la température est de 18 degrés, ressenti 15. Les rafales de vent dépassent les 40 km/h, avec un ciel très nuageux à couvert, sans précipitation. Ce soir, il fera 16 degrés, ressenti 13, avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h, un ciel très nuageux devenant plus variable, sans précipitation. Enfin cette nuit, ciel très nuageux devenant couvert, avec quelques crachins intermittents attendus. Le risque de pluie est fixé à 50%, il fera 15, ressenti 12. Des rafales de vent tournées vers le sud-est dépasseront les 35 km/h. L'actu locale suivie de l'actu nationale, c'est tout de suite sur Westrack Radio. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 5 novembre 2025. Au Havre, un financement participatif pour faire revivre la Halle aux Poissons. La Halle aux Poissons au Havre avait connu 4 étés de renaissance de 2021 à 2024. Pour ouvrir définitivement et à temps plein en mai 2027, le lieu doit faire l'objet de travaux conséquents. Dans cette optique, une campagne de financement participatif est lancée. Les investisseurs potentiels peuvent dès maintenant se signaler sur le site de l'ITO jusqu'au 17 novembre 2025. Le Havre, un documentaire coup de poing au cœur des tabous japonais projeté au Sirius. Symbole du MeToo japonais, Shiori Ito raconte son combat dans Black Box Diaries, un documentaire projeté ce vendredi 7 novembre à 20h45 au Sirius, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'issue de la projection, un échange féministe est prévu, tarif unique 6,20 €. Au Havre, l'AHAM lance ses agitations du quartier pour créer du lien entre les habitants. L'AHAM, l'association d'éducation populaire établie au Havre depuis plus de 70 ans, propose depuis la rentrée une nouvelle action mensuelle, les agitations du quartier, un programme hétéroclite destiné à donner aux habitants l'envie de prendre leur quartier en main. Les prochaines agitations du quartier auront lieu le 15 novembre et le 13 décembre de 14h à 18h, entrée libre. Dans le quartier des Ormeaux, la petite case rouvre avec un concept inédit de friperie gourmande. Après plusieurs mois de fermeture, la petite case a rouvert ses portes au 144 de l'avenue René Coty au Havre avec un nouveau concept mêlant vêtements, objets et douceur maison. Prochainement, des ateliers autour de l'upcycling, crochet, broderie, tricot y seront organisés. Ouvert mercredi et jeudi de 13h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 19h. Et enfin, à Lillebonne, le nouveau stade Fernand Bigot a déjà été pris d'assaut par les plus jeunes. Attendu depuis 2 ans, le nouveau stade Fernand Bigot a été inauguré samedi 1er novembre à Lillebonne. Les habitants ont découvert l'équipement flambant neuf au plus grand plaisir des plus jeunes. Le chantier, lancé fin 2022, a coûté 7,9 millions d'euros toutes charges comprises, dont 3 millions d'euros de subventions. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit désormais avec les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. L'île d'Oléron sous le choc. Ce matin, 5 personnes ont été renversées volontairement par une voiture. 2 d'entre elles sont en urgence absolue. Le conducteur de 35 ans a crié Allahu Akbar lors de son interpellation. À ce stade, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. Le suspect est déjà connu pour des délits liés à sa consommation régulière de drogue et d'alcool. Une procédure de suspension de Shein engagée par la France. Décision prise après le scandale des poupées pédopornographiques présentes sur la plateforme chinoise. Cette procédure de suspension sera en vigueur le temps que Shein démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus sont en conformité avec la loi. Un premier point d'étape sera fait d'ici 2 jours. La plateforme souhaite engager le dialogue avec les autorités françaises. Et justement, dans cette affaire des poupées sexuelles représentant des enfants, l'une d'entre elles a été découverte dans un colis dans les Bouches-du-Rhône. Le destinataire du colis a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme de 56 ans est déjà connu pour des affaires de mœurs. Patrick Balkany ne pourra pas être candidat à Levallois pour les municipales de l'an prochain. La Cour d'appel de Paris ne lève pas la peine d'inéligibilité de l'ancien maire, reconnu coupable de fraude fiscale, pour avoir dissimulé entre 2007 et 2014 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. Démis de son mandat en 2020, Patrick Balkany avait été condamné à 10 ans d'inéligibilité. Vladimir Poutine envisage de reprendre les essais nucléaires russes après la décision de Donald Trump de faire de même. Le président russe demande aux instances compétentes de se préparer sur le lancement éventuel de travaux préparatoires en vue d'essais nucléaires. Le dernier essai nucléaire de Moscou date de 1990, peu avant la chute de l'URSS. Et puis, avant un éventuel match sur la scène européenne, Kylian Mbappé et le PSG se retrouveront au Prud'homme de Paris le 17 novembre. L'attaquant du Real Madrid réclame notamment le versement des 3 derniers mois de salaire à son ancien club. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Et on poursuit avec nos idées sorties pour cette semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, avant d'attaquer notre découverte Ferrarock de la semaine, on s'attaque à nos sorties. Qu'est-ce qu'on peut faire au Havre cette semaine ? Naïm se produit au Havre ce soir au Carré des Docks. C'est à 20h, après des millions de vues sur les réseaux sociaux, avec ses vidéos La semaine de Naïm, analyse piquante et pertinente de l'actualité et le succès de son spectacle Koshi Swartz. Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle chapitre 2. C'est donc ce soir, il reste encore des places. On continue avec un autre stand-up au Comedy Club, c'est à Autopia et c'est ce soir à 20h. Soirée stand-up 100% rire, 100% queer au Havre. Venez rire avec nous, réservez votre place avec sortie de chapeau, dont libre restauration sur place. Rendez-vous sur la page Facebook de Autopia. Et puis demain, les jeudis crazy et karaoké du Star Millennium. C'est donc à partir de 18h au 51 rue Pierre Sémard au Havre, puisque tous les jeudis de 18h à 22h, profitez des jeudis crazy et karaoké. Bon, tout est dans le nom, vous savez ce qui se passe. Il y aura aussi bien sûr des cocktails sur place pour l'afterwork et un DJ set. C'est donc au 51 rue Pierre Sémard et c'est les jeudis crazy et karaoké du Star Millennium. On continue sur cette bonne humeur avec notre découverte Ferrarock de cette semaine, Alix Ferns. On découvre ensemble l'album. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Rugueuses, contrastées et labyrinthiques, les compositions d'Alix Ferns s'inscrivent dans une enclave scénique du post-punk, tout en flirtant avec les contours de la pop hypnagogique. Il en résulte un hybride lo-fi, aussi entre synthwave et rock alternatif, porté par des mélodies à la fois accrocheuses et volontairement altérées. Originaire de Montréal, l'artiste chante les nuits de bar, les troubles psychosociaux, l'addiction et les questionnements existentiels, puisant dans l'imaginaire de la mode, du travestissement et des créatures nocturnes pour livrer, à travers des textes masqués d'effets, une forme de coming of age à l'ère cybernétique du like et du mème. You a little late, you should talk over the liquor vein. Let's go.
Shit up. Paru le 19 avril 2024, Bisous, premier album studio d'Alix Ferns, alias du chanteur multi-instrumentiste et réalisateur Alexandre Fournier, se révèle tantôt immersif et vibrant, tantôt tranchant et strident. Il repose sur un équilibre inattendu entre une écriture candide et une production claustrophobe. Sur ce premier album, Alix Ferns s'éloignait délibérément des formats pop classiques, préférant une prose sinueuse où les morceaux à la progression libre glissent subtilement du post-punk vers la synthwave et la pop hypnagogique.
avec ce nouvel album, Symphonie publicitaire sous influence, Alix Ferns livre un deuxième album aux multiples facettes, où cohabitent refrains accrocheurs et élans expérimentaux. Une œuvre polymorphe, à la fois déroutante et fascinante, qui affirme une liberté stylistique sans compromis. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Plus d'informations sur le site ferrarock.org. On continue toujours en musique et cette fois-ci, Mani nous présente le duo de musiciens Appelez-moi François. Un reportage à retrouver tout de suite avant de retrouver la musique avec Don't You Dare Stop, une nouveauté de Sei Shishi. C'est un morceau que j'ai découvert la semaine dernière et que j'ai beaucoup aimé. Il nous emmène donc aux États-Unis, à Brooklyn, et puis juste après, on parle cinéma et séries puisqu'on est mercredi et dans le Mag à l'Ouest, on vous parle de tous les nouveautés autour du cinéma, des séries, mais aussi les films qui sortent cette semaine et puis parfois aussi les polémiques. Et on parlera d'une actrice IA. Qu'est-ce que c'est ? C'est une IA qui pourrait bien intervenir dans les prochains films. J'ai envie de dire jouer, mais est-ce que un IA peut vraiment jouer ? Intervenir dans les prochains films que l'on verra au cinéma. On en parle juste après tout ça et on se retrouve après. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Romain, ici présent, et on s'appelle Appelez-moi François. On est un groupe de pop, on définit ça comme de la pop le feel good, parce que c'est une pop qui est faite avec des vieux claviers à l'ancienne, Lofi, et puis on veut que ça fasse du bien aux gens et que ça les fasse danser. Donc cet après-midi, vous jouez à Calice et Mandibule à l'occasion de Bar à l'Ouest. C'est une expérience assez particulière, c'est des concerts au ras du public. Est-ce que vous aimez ce rapport direct avec les spectateurs ? Oui, tout à fait, ça fait partie des différentes possibilités de jouer devant un public et moi j'aime bien voir je préfère d'ailleurs voir les regards des gens, les sourires, sentir le public et donc là c'est vrai qu'on est au milieu d'eux en fait, donc c'est super et c'est parfois plus agréable que d'être dans une grande salle toute noire, parfois on est un peu plus perdu, donc là c'est super, moi je trouve ça très chouette. Vous attendez que le public danse ou qu'ils écoutent les paroles, qu'ils ressentent le son ? Eh bien le public fera ce qu'il veut. Mais c'est vrai que on vient de sortir un disque là qui s'appelle Danse, un peu comme une injonction à lâcher prise, à se faire plaisir. Et dans nos concerts, on aime bien discuter un peu avec le public et en effet essayer de les faire danser. Nous-mêmes, on danse parce qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Et si le public a envie de danser, a envie de chanter, a envie d'écouter les paroles, c'est super. Et souvent, ça se passe plutôt bien. Justement, donc voilà, c'est votre nouvel album Danse qui est sorti le 28 février dernier. Il semble plus libre et plus affirmé. Est-ce que vous l'avez conçu comme une continuité du premier disque ou comme un nouveau départ ? C'est une continuité. C'est clairement une continuité parce que, en fait, Appelez-moi François existe depuis 2021 et on a été depuis 2021 en conception de nouvelles chansons permanentes. Et donc on a sorti un premier disque en 2022 et Danse, c'est vraiment la suite de ça. Avec peut-être aussi des envies. Le premier EP était assez léger, le deuxième aborde déjà des sujets un peu plus sociétaux, la notion de progrès, ce genre de choses. Mais comme le dit Olivier, c'est une continuité déjà dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose en nous avec le premier EP et on a creusé ce sillon avec ces boîtes à rythme, ces vieux claviers vintage dont Olivier parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'un va avec l'autre. D'ailleurs, en fait, ce qu'on a fait au final, c'est que quand on propose à la vente après le concert, on a rajouté les 5 premiers titres du premier EP dans le disque du deuxième EP. Ce qui fait qu'on a un univers un peu cohérent, voilà. Donc pour nous, ça me paraissait assez évident. Appelez-moi François, c'est un nom qui est un peu intriguant, pas forcément très commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce fameux François qu'on doit appeler ? Eh bien, c'est personne, et on répond à une chose différente à chaque personne qui nous pose la question. En fait, Appelez-moi François, déjà ça sonne bien, enfin pour nous. Hein. Donc c'est intriguant. Et donc c'est intriguant. Et puis c'était, il y avait un petit côté un petit peu doucement désuet, déjà dans la formulation. Appelez-moi François, ça fait penser, je sais pas, pour ceux qui aiment la littérature, je sais pas, aimez-vous Brahms ou ce genre de choses, quoi. Et on s'est dit que ça collait bien avec les racines dans lesquelles on allait s'inspirer, qui sont des racines des années 60, 70, qui débordent un peu sur les années 80. Ça allait avec cette espèce de nostalgie qui n'est pas passéiste, mais une nostalgie du cool. Et donc ça collait bien avec cette ambiance qu'on voulait créer. Ouais, le vouvoiement. Et à la fois universel en même temps. C'est un prénom de nouvelle vague, c'est un prénom un peu à l'ancienne. Vous avez évoqué plein de choses différentes, les années 70, la nouvelle vague, à l'ancienne. Votre registre musical, vous le définissez comme low feel good. Donc c'est un mix entre lofi et feel good. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que ça signifie ?
Eh bien, c'est un mot valise que Romain a trouvé. Romain, il est très malin, il a toujours des bonnes idées là-dessus. Donc c'est un mot valise entre Lofi, Low Fidelity, qui est une définition d'objet de qualité moyenne. Et à vrai dire, nous, on fait notre musique avec des vieux claviers, des vieux orgues italiens, type Farfisa. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas de très bonne qualité, mais qui ont une patine, une couleur vraiment chouette, quoi. Et pour le feel good, c'est une musique qu'on veut pop, qu'on veut légère, on a envie que les gens dansent, et les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Exactement. Et ce feel good aussi, il vient du fait que je pense qu'on a découvert un peu notre projet en commençant à acquérir des vieilles boîtes à rythme qui étaient toutes basées sur des danses de salon, du tango, de la bossa, samba, rumba, Du foxtrot. Foxtrot, voilà. Et rock'n'roll, et on y a trouvé quelque chose qui faisait du bien juste en appuyant sur play de ces boîtes à rythme qu'on a ensuite exploité et modifié à notre sauce. Je pense que ça faisait partie du critère premier quand on enregistrait en studio, quand on a travaillé avec notre réalisateur Romain Dosca, d'abord de se dire ok, est-ce que ça donne envie de bouger? Est-ce que rien que ça donne une impulsion corporelle? Il y a un chaloupé qui commence à se détacher, et voilà, c'est venu de tout ça. Et donc, dans cette recherche des sons un peu d'époque, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de retrouver une forme d'innocence sonore ? Alors nous déjà, du low feel good, on définit ça comme de la pop aussi, et la pop c'est vraiment un style de musique, c'est genre essayer de trouver en effet une simplicité, une évidence, une naïveté, quelque chose de très direct qui va toucher par un gimmick, par un mot, par une mélodie, je sais pas, je pense aux Beatles parce que c'est une de nos références et j'en parlais avec un copain hier, les Beatles qui chantent She Loves You, yeah yeah yeah, le texte est tellement simple et en même temps le yeah 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 derrière il fait tout quoi, donc c'est trouver cette évidence, cette innocence, cette simplicité, ouais. Ouais. C'est une forme de naturel, innocence. Je dirais que ça va surtout par rapport à une forme une recherche de naturel, de vérité aussi dans nos racines à nous, nos racines musicales. Moi, j'ai des racines plutôt chansons au niveau des textes. Olivier a des racines plutôt anglo-saxonnes. Et je pense que c'est la symbiose de ces deux origines en fait. Donc effectivement, il y a une forme d'innocence, mais c'est parce que je pense qu'on l'a fait avec sincérité. Vous êtes tous les deux multi-instrumentistes, auteurs, arrangeurs. Comment vous organisez dans le processus créatif ? C'est une écriture à 4 mains ou un ping-pong permanent entre vous deux ? Alors c'est une écriture qui vient de Romain. Romain écrit les textes et propose soit un texte accompagné de quelques accords, avec un piano, avec une guitare. Et puis à partir de là, il y a un ping-pong. Et on se retrouve en studio, on lance une boîte à rythme, moi je prends une guitare ou une basse sur un clavier, et puis on reprend parfois des petits mots, mais les textes sont quand même très très bien écrits, je vais lancer des fleurs à mon ami. Mais voilà, et puis après c'est là que le ping-pong se met en place et on travaille vraiment ensemble, et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Romain, et on arrive à bien communiquer et à laisser l'autre libre de dire des choses, à pas casser la dynamique, et ça se passe bien quoi. Donc ça se fait, c'est super naturel. Et quand ça bloque, c'est que c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème, donc on repart en arrière et ça se fait naturellement sous forme d'évidence, voilà. Et par ailleurs, une fois qu'on a une première mouture, une première maquette qui parfois est assez avancée quand même, on va en studio et on travaille avec un deuxième Romain qui s'appelle Romain Dosca, qui est notre réalisateur, ingé son, et qui lui du coup arrive avec un recul super intéressant et qui permet de pousser encore plus loin la chanson qu'on a amenée. Et donc les textes sont très importants ? Pour moi, les textes sont très importants, même si je conçois que quand on découvre une chanson, souvent on la découvre par ça peut être une mélodie, enfin dans la majorité des chansons, je parle pas forcément de la chanson à texte, mais nous on s'inscrit pas dans cette grande famille de la chanson à texte, dont les grands-pères seraient Georges Brassens ou Ferrat, voilà. Par contre, il demeure important. Moi quand j'écris un texte, souvent ça vient d'une envie un peu de poésie, qui ensuite est retransformée sous le format chanson. C'est des formats cousins et qui fonctionnent très bien ensemble. Mais la mélodie, c'est souvent le premier axe par lequel on rentre dans une chanson. La mélodie, l'ambiance, les gimmicks, c'est-à-dire les petites accroches dont parlait Olivier. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit, et je prends ça comme un compliment, c'est que les gens entendent la chanson qui leur fait du bien, et ensuite ils découvrent les textes, et ils découvrent qu'il y a aussi une idée, une pensée, une seconde lecture. C'est notre second effet qui se coule. Vos chansons, elles ont aussi très souvent une dimension très visuelle. On a l'impression d'y voir des couleurs, des paysages, des visages. Est-ce que l'image intervient dès l'écriture ? C'est une super question. On ne l'a jamais posée. Je
pense que moi quand j'écris, je suis toujours à la recherche à la fois de sens, d'image et de son. Et pour moi, la bonne chanson, c'est la bonne alliance de ces trois éléments. Donc forcément, effectivement, l'image, l'association de mots, jouer avec aussi la culture populaire. Si je dis gramophone, je sais qu'on envoie telle image et qu'on renvoie à telle époque, telle sensation et ainsi de suite. Même le côté, on entend tout de suite. Dans le gramophone, on entend le grésillement. Donc oui, je prends ça en considération. Et effectivement, après, avec Olivier, on discute souvent sur l'image aussi du projet qu'on n'a pas cherché à fabriquer, qui est venu très naturellement au moment où on a réalisé le premier vidéoclip On ne choisit pas. C'est à ce moment-là en fait qu'on a posé un petit peu nos fringues, nos objets et que l'identité graphique d'Appelez-moi François est née. Et comment vous savez que la mélodie, le son, l'image est bien dosée ? Si c'est bien dosé pour nous, on espère que ce sera bien dosé pour les autres. C'est un peu quelque chose de magique, quoi. Je pense que encore une fois, voilà, pour reparler de notre EP qui s'appelle Danse, ça vient aussi de la sensation que ça va amener dans le corps. C'est-à-dire que si on est en train de faire des maquettes, on est dans le studio, et puis on met play après avoir bossé pendant 2 heures sur la chanson, qu'on a envie de bouger comme ça, qu'on danse, et c'est plutôt bon signe. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans notre duo qui fonctionne, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à rajouter quelque chose, Olivier aura tendance à enlever quelque chose, et je pense qu'en fait on a un équilibre dans cette création-là, à tout point de vue. Je te modère. Je modère beaucoup, mais. Ouais, il me modère, mais c'est très bien parce que moi je propose beaucoup et et voilà. Et toi tu modères, et je pense que ça crée un équilibre fragile, comme toute œuvre artistique. C'est comme le peintre qui va mettre le coup de trop ou pas sur sa peinture. Voilà, donc ça va devenir une griffe alors que c'était un chef-d'œuvre. Donc aujourd'hui, vous êtes présent à Calice et Mandibule pour Bar à l'Ouest. Et qu'est-ce qui vous attend après ? Vous avez de nouvelles dates, un clip, peut-être un 3e projet en gestation ? Eh bien, là, on est sur la fin de l'année 2025. On a beaucoup tourné autour de cette EP. Donc, on a encore quelques dates. La semaine prochaine, le 10, on est à Thionville dans l'Est. Le 17 et le 19, on est en Normandie. Encore le 17, on est dans le 14, à Broglie dans le 27. Et on a encore 1 ou 2 dates en 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour les dates. Et en 2026, il y aura encore des choses. Mais en décembre, on rentre en studio pour préparer un album. Qui, pour le coup, par rapport à la question que tu as posée en début d'interview, sera vraiment quelque chose un nouveau cap. Voilà, ce sera pas une continuité, ce sera nouveau. Et on est assez excités d'ailleurs à rentrer en studio parce que ça fait 3 ans qu'on bosse dur là avec Appelez-moi François, et que ça va être chouette de démarrer une nouvelle étape. On sort notamment là le 24 octobre en disponibilité sur les plateformes un petit EP de 2 titres acoustiques qu'on a voulu totalement épurer. On a eu la chance de pouvoir jouer deux de nos chansons sur 2 beaux pianos à queue, et qu'on qu'on rend disponible là en octobre. Puis on aura sûrement d'autres sorties dans l'année, voilà. Des petites pastilles. Voilà. Bien, on attend ça avec impatience. Je vous remercie Romain et Olivier d'avoir répondu à mes questions. Pour se quitter, je propose qu'on écoute un de vos titres de votre disque Danse. Lequel vous choisissez ? Train de vie. C'est aussi ma préférée. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sept ans et toutes les raisons d'y croire. Tout mon temps des rêves plein l'oreiller. 7 ans et la tête pleine d'histoires, de chansons cool. Yeah, yeah, yeah. 16 ans et les poux plein les poches, tout mon temps et le cœur encore frais. 16 ans, du plomb dans la caboche, au fond la poche, un ticket pour l'éternité. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pas besoin d'argent, 20 ans et tout le temps m'incruster dans une vie, tout coincé. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. 30 ans des rêves dans mes tiroirs, moins de temps je cours pour des dollars. 30 ou 40 ans, toujours la même gueule dans le miroir. Mais c'est où qu'on va où
C'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Merci Mani pour ce reportage. Il est 17h32 avant de parler de Hantise, la nouvelle série Netflix qui vous laissera encore quelques frissons même après Halloween. On parlera aussi des Dead Boy Detectives, une nouvelle série dont je suis accro et que je viens de découvrir, et d'une actrice IA qui pourrait bien remplacer les véritables acteurs à l'avenir. Eh bien, je vous propose un temps musical. C'est une nouveauté. Partons aux États-Unis à Brooklyn avec Don't You Dare Stop, Say She. On écoute ça.
De retour dans votre émission Le Mag à l'Ouest, on attaque notre chronique ciné et série. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Aujourd'hui, on s'intéresse aux sorties ciné, ainsi qu'au streaming et aux nouveautés dans le monde du cinéma. On va parler notamment d'une actrice qui pourrait bien remplacer les véritables acteurs. Il s'agit en fait d'une IA. Avant de parler de tout ça, je vous propose de plonger dans les sorties cinéma. Cette semaine, on commence avec une comédie qui sort aujourd'hui de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis. T'as pas changé sort aujourd'hui au cinéma. Il raconte l'histoire d'un événement aussi loufoque que tragique. 4 anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre en droit? Ce film sort aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser cette grande soirée de retrouvailles pour lui rendre hommage, comme au bon vieux temps. Vous faites un pas de plus, j'appelle Vérissure. Je dirais qu'on était un peu les influenceurs stars du bahut. Vous êtes des balais à chiottes et tout le monde le pense ici. Vous aurez des vies de merde. Le karma, ça s'appelle. J'arrive, Michel, je suis en dédicace. Et arrête de faire le malin avec ta tignasse. À ton âge, j'en avais beaucoup plus que toi. Casse les couilles. Autre sortie de la semaine à noter, Predator Badlands. Peut-être avez-vous vu cette pub, un film qui est énormément diffusé, enfin le teasing est énormément diffusé sur notamment YouTube. Ça sort donc le 5 novembre, une sortie attendue autour de l'action, l'épouvante horreur et de la science-fiction. C'est un film de Dan Trachtenberg avec Elle Fanning, Dimitrius Skudger Kolomantangi et Stéphane Grubb. Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune prédateur exclu de son camp trouve une alliée improbable en la personne de Tia et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Tout ce qu'il y a ici essaiera de te tuer. Un coup de main. Tu es là pour faire tes preuves. Chasser quelque chose qui ne peut pas être tué. Enfin, dernière sortie de la semaine, Les Braises, ça sort aujourd'hui, un film drame de Thomas Kruithoff avec Virginie Efira, Arié Vortaler et Mama Passinos. C'est l'histoire de Karine et Jimmy qui forment un couple uni, toujours très heureux après 20 ans de vie commune et 2 enfants. Elle travaille dans une usine, lui, chauffeur routier, s'acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets jaunes, Karine est emportée par la colère et la force du collectif, l'espoir d'un changement, mais à mesure que son engagement grandit, l'équilibre du couple vacille. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour la toute première fois avec une certaine jeune fille. On s'était donné rendez-vous à la gare, elle descend du train. Waouh! C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit. Ah, sur la hausse du gasoil. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif? Jimmy, j'ai envie d'y aller. C'était bien? C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi. Voilà pour les films à l'affiche cette semaine. Tout de suite, on se tourne vers les sorties streaming et notamment une sortie qui est arrivée en octobre mais que je souhaitais quand même vous annoncer. Alors pour celles et ceux qui sont encore dans le mood un petit peu horreur et Halloween, je vous propose de découvrir Hantise, un documentaire épouvante horreur qui se déroule donc aux États-Unis, sorti cette année. Chaque épisode dure 35 minutes, il y en a 4. True Haunting, c'est donc l'histoire de plusieurs histoires
de hantises, de véritables histoires, avec, dans le reportage, les témoins. À la faveur de reconstitutions immersives et d'entretiens actuels, cette série inquiétante retrace des rencontres paranormales du point de vue de ceux qui les ont vécues. On y retrouve plusieurs histoires, dont celle d'un jeune étudiant dans les années 80 qui se retrouve hanté dans son dortoir aux États-Unis, dans son université, suivi ensuite d'une histoire de hantise dans une maison. Une famille modeste achète une maison et découvre le passé sordide des personnes ayant vécu à l'intérieur et des murs qui s'imprègnent encore de la douleur des familles passées. Je vous conseille vraiment cette série pour une soirée tranquille. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont quand même des histoires connues dans le folklore de l'épouvante et de l'horreur, ainsi que du paranormal. Le documentaire est plutôt bien fait puisqu'il allie à la fois les témoignages des personnes qui ont vécu ces faits, mais aussi des images de reconstitution qui nous amènent dans la fiction. Je vous conseille cette série qui se regarde en une petite soirée. Une autre découverte aussi dans l'esprit un peu halloweenesque que j'ai fait comme découverte pendant les vacances de la Toussaint. J'avoue que peut-être que certains sont déjà dans l'esprit de Noël et ont quitté les citrouilles et les sorcières. Eh bien moi j'ai beaucoup aimé cette série et j'avais vraiment envie de vous en parler. Alors je vous le dis d'avance parce que c'était ma grande déception. Je m'étais promis de ne pas être déçue et pourtant je l'ai été. Eh bien cette série n'a qu'une seule saison. Je le savais en lançant la série et pourtant j'ai été tellement déçue de la fin en fait, tout simplement. Quand se termine la série, j'ai tellement passé un bon moment avec ces personnages que voilà, le fait que cette série ait été annulée au bout d'une saison, j'avais vraiment une grosse déception. Cette série est sortie en 2024 et pourtant elle m'a bien échappé puisqu'elle est sortie en avril 2024 et qu'elle est complètement parfaite pour la période de la Toussaint, si vous êtes encore dans cet esprit, ou si vous voulez la garder pour l'année prochaine, je vous la conseille fortement. Une saison tournée aux États-Unis, une série d'action de drame policier avec George Rexroth ainsi que Jaden Reverie et Cassius Nelson. C'est une série par Steve Yoke et Jeremy Carver. Peut-être connaissez-vous l'univers de Sandman, que l'on peut retrouver aussi en série Netflix, mais surtout en comics. Et oui, les DC Comics sont souvent adaptés en série, et c'est le cas des Dead Boy Detective, qui sont des personnages parfois récurrents de l'univers du Sandman, et qui ont eu d'ailleurs leur propre comics dans les années 80, l'histoire de deux jeunes, amis depuis plus de 30 ans, des fantômes. L'un s'appelle Edwin et il est mort dans les années 1920. L'autre s'appelle Charles, lui est mort dans les années 80. Et pourtant, depuis près de 30 ans, les deux fantômes sont amis et résoudent des mystères. Et oui, parce qu'ils sont fantômes, ils sont donc encore présents sur Terre, ils ne sont pas partis dans l'au-delà. Et pourtant, il faut bien qu'ils s'occupent un peu. Alors, ils vont résoudre les mystères des fantômes. Parce que oui, étonnamment, les fantômes qui hantent notre planète, qui sont souvent des gentils fantômes quand même, parce que cette série est très kids-friendly et quand même a un côté assez teen et enfantin, ces fantômes, ils nous hantent. Et parfois, ils ont des problèmes. Comme par exemple le fait que leur phare est hanté, ou alors que leur ami médium est finalement possédé par un démon. Edwin et Charles, leur mission, c'est de résoudre toutes ces enquêtes, toutes ces missions, de découvrir ce qu'il se cache derrière. Ils n'avaient jusqu'ici jamais enquêté sur le vivant, mais en rencontrant Crystal Palace, qui est d'ailleurs l'une de leurs enquêtes résolues, ils vont s'inquiéter de ce qui se passe pour une jeune fille aux États-Unis et vont donc quitter l'Angleterre natale, Londres, là où ils avaient donc leur bureau. Ils partent pour de nouvelles aventures et vont rencontrer sur leur chemin d'autres jeunes qui ont eux aussi des particularités un petit peu surnaturelles. Comme je le disais, cette série vient de l'univers de Sandman. Il y a beaucoup d'humour, parfois de l'humour aussi à la britannique, que j'ai moi beaucoup aimé, mais il faut le savoir. Et c'est un univers aussi très coloré, très cartoonesque et, comme je le disais, assez enfantin. Ne vous attendez pas à des histoires de fantômes qui font peur. Par contre, attendez-vous à vous attacher à ces personnages qui sont plus que gentils, plus que adorables, avec un bon fond. Certains ont des traumatismes, il va donc y avoir des développements, des révélations, et puis bien sûr une histoire entre Edwin et Charles. Peut-être y a-t-il des sentiments qui se sont développés, je n'en dis pas plus. Je vous invite très fortement à découvrir cette série que moi j'ai adorée. Je pense que c'est ma série préférée de cette année, bien que je l'ai découvert 1 an plus tard. Et en effet, je le précise à nouveau, une seule saison. La série en fait a été d'abord adaptée par HBO, avant d'être vendue
à Netflix. C'est la Warner Bros qui s'en est occupée. Et donc Netflix, pendant la grève des artistes, etc., en 2023-2024, a décidé tout simplement de l'annuler. Ce qui est bien dommage, parce que j'ai lu les comics par la suite et je trouve que les personnages sont très bien. Ils se sont carrément bien adaptés. On retrouve des acteurs qui ressemblent à leurs personnages, qui les jouent très bien. Bref, vous avez compris, je suis accro et je vous invite donc à découvrir la bande-annonce. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans l'agence des Dead Boy Détectives. Nous aidons les fantômes à éclaircir leur mystère. Ceux qui ne peuvent tourner la page. Dead Boy Détective? C'est cool, non? Votre nom, il est débile. Je souhaiterais faire appel à vous. On dit que vous êtes les meilleurs. Je veux aider ces fantômes qui n'intéressent personne. Sur des affaires non résolues. Non, pas question. Mais tu vois bien qu'une voyante, ça peut nous rendre service. Il n'est pas question que Crystal intègre notre agence. Vous savez que j'entends tout ce que vous dites. On aime bien être détective. Oui, enfin, quand on se cache pas de la mort. Le pauvre a passé plusieurs décennies en enfer. Il y avait une erreur d'aiguillage. Désolé, je suis contraint de t'envoyer en enfer. Ces deux garçons, ils se jouent de la mort. Toi, tu es mon meilleur ami. T'es la seule personne avec qui j'ai envie de partager ça. On est passé d'un moment léger à une discussion profonde. Ça n'intéressait personne. Il n'y a jamais eu d'enquête, jamais. Je ne retournerai pas en enfer. Tout ce que je veux, c'est vous aider. Que personne ne soit oublié. Enfin, on termine avec une autre série qui, elle aussi, est déjà sortie depuis un moment, mais que j'ai découvert pendant ces vacances de la Toussaint. À nouveau, série annulée au bout de 2 saisons. Voilà. Très déçu. Shadow and Bone, la saga Grisha. Alors, encore une fois, c'est une histoire assez jeune adulte, mais qui a été aussi adaptée de romans. Plusieurs séries existent. Shadow and Bone, il y a 3 livres, ainsi que la série Six of Crows. Je vais vous en parler tout de suite parce que je suis tombée amoureuse à nouveau de cette série. Une série d'action, de drame fantastique par Eric Eiserer avec Jessie Maylie, Ben Barnes et Archie Reno. Cette série comporte donc 2 saisons, annulées au bout de 2 saisons. On y parle du royaume de Ravka qui est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline. Alina a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d'enfance frôle la mort lors de cette raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider? Pourquoi j'ai adoré cette série? Alors tout d'abord, l'univers fantastique est fantastique. Il est très bien détaillé dans la série et très visuel dans les livres, ce qui permet dans la série en effet d'avoir un univers avec ce voile, ce qu'ils appellent le fold dans l'histoire. C'est donc ce voile qui sépare en deux le pays, un voile magique, quiconque le traverse risque sa mort, et on a donc 2 sociétés qui essayent de vivre, l'une divisée de l'autre et pourtant qui doivent se séparer bien que ce soit le même pays. Il y a aussi d'autres villes et d'autres îlots qui gravitent autour de cette histoire. Il y a énormément de personnages qui sont tout aussi intéressants que les autres. Alors soyez-en sûrs, cette série est tout de même pour les jeunes adultes, donc il faut s'attendre à des histoires d'amour un petit peu jeunes, des conflits amoureux, un triangle amoureux, et évidemment aussi une prise de conscience
de confiance en soi du personnage principal qui est une orpheline. Ça aussi c'est assez typique des histoires jeunes adultes. Moi j'ai aimé parce que l'univers fantastique est vraiment très bien décrit, les créatures sont intéressantes, les personnages aussi, et si au bout de la saison 1 on s'essouffle un petit peu sur le destin de Alina, le personnage principal, eh bien arrivent des personnages qui ne sont pas présents dans la trilogie principale de laquelle est adapté Shadow and Bones, mais qui vient de l'autre trilogie, Six of Crows. Ce sont les corbeaux. Ce sont des sortes un peu de mafieux dans une sorte de ville un petit peu à la Amsterdam, puisque l'autrice des livres s'est beaucoup inspirée de notamment la Russie ainsi que des Pays-Bas pour son histoire. Et donc dans cette espèce d'Amsterdam qui s'appelle Ketterdam, eh bien règnent les corbeaux et les mafieux. C'est là, on est vraiment sur des histoires d'argent, de conflits, etc. On est vraiment sur ils se salissent les mains et c'est en parallèle, les personnages sont amenés tous ensemble dans la série alors que dans les livres, ils ne communiquent pas vraiment ensemble et je trouve que ça apporte un nouveau souffle à la série et surtout à une saison 1 qui peut, au bout d'un moment, s'essouffler un petit peu. Les corbeaux, c'est mes personnages préférés, ils sont très bien écrits. Eux aussi, comme je parlais tout à l'heure de Dead Boy Detective, eux aussi ont des traumatismes. Eux aussi ont leurs histoires à régler et c'est ce qui ajoute de la profondeur aux personnages. On a envie qu'ils réussissent, on s'inquiète pour eux. Certains couples aussi sont plutôt intéressants par rapport à d'autres et on a envie de voir nos personnages préférés réussir leur quête. Je vous recommande donc énormément Shadow and Bone. Pareil, il y a 2 saisons mais ça se regarde très rapidement et c'est disponible sur Netflix. Vous êtes en sécurité. Dites-moi ce qui s'est passé dans le Fold. Quelle est la chose qui vous a sauvé ? Vous n'allez pas me croire, mais c'était une invocatrice de lumière. On parlera la semaine prochaine des sorties ciné qui sont plus actuelles, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces 2 coups de cœur. Et puis on termine par un petit coup de gueule qui s'est lancé début octobre et qui concerne notamment Hollywood, une actrice qui n'en serait pas une. Je vous parle d'une actrice IA. C'est une IA qui a en fait été développée du nom de Tilly Norwood et qui est partout sur le net. Est-ce que c'est une nouvelle révélation, une star montante ? Eh bien pas du tout. Il s'agit de la première actrice créée entièrement par l'IA et qui indigne tout Hollywood. Il y a quelques jours, lors du sommet de Zurich, une table ronde consacrée aux technologies émergentes, le studio d'artistes IA Xenokeia, fondé par Eline van der Velden et filiale de la société de production Particle 6, a annoncé la création de Tilly Norwood, la première actrice entièrement générée par l'intelligence artificielle. La société a précisé être déjà en pourparlers avec plusieurs agents de talent hollywoodiens. Le studio affirme vouloir créer la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman et a d'ores et déjà rempli une page Instagram de photos et de vidéos de démonstrations mettant en scène son actrice virtuelle. Cette annonce a rapidement fait le tour des médias et ravivé la polémique autour du remplacement des artistes au cœur de la grève des acteurs en 2023. Très vite, de véritables comédiens ont fait entendre leur voix sur les réseaux sociaux en commentant les photos de la fausse actrice et en appelant au boycott. Melissa Barrera, par exemple, connue notamment pour Scream 6, a réagi en story Instagram « J'espère que tous les acteurs présentés par l'agent qui la prendra en charge la laisseront tomber. Quelle horreur !» Sous les publications présentant Tilly Norwood, Mara Wilson, qui incarnait Mathilda dans le film de 1997, a déclaré « Et qu'en est-il des centaines de jeunes femmes bien réelles dont les visages ont été assemblés pour la créer ? Vous n'auriez pas pu embaucher une seule. » Lucas Cage, qui joue dans Euphoria, The White Lotus ou encore Smile 2, commente sur le ton de l'humour « Travailler avec elle, quel cauchemar, elle n'atteignait jamais ses objectifs et elle arrivait toujours en retard. » Bien sûr, ce n'est pas possible pour une IA d'être en retard. Le jeune Carrie Christopher, star du film d'horreur de l'été Évanoui, a pour sa part proposé de bloquer le compte de l'actrice virtuelle. Non, tout le monde devrait simplement bloquer ce compte IA et tous les comptes associés. Aujourd'hui encore, ce compte est disponible. Quant à Ralph Ineson, qui a joué dans Galactus dans le récent Les 4 Fantastiques, il s'est contenté d'un laconique « fuck off ». En gros, va te faire foutre. Elle ne ressemble pas à un être humain, mais constitue une œuvre créative. Face à cette levée de bouclier, Eline van der Velden, directrice du studio, a publié un communiqué pour calmer la colère des acteurs. Elle ne remplacera pas un être humain, mais constitue une œuvre créative, une pièce d'art, comme beaucoup de formes d'art avant elle. Elle suscite des conversations et cela
en soi montre le pouvoir de la créativité. Alors bien sûr, mais en effet, la différence entre un art innovant, c'est que c'est quand même une fausse actrice et en effet, elle est générée par plusieurs visages qui ont été analysés par l'IA et a donc volé les traits d'identité d'une personne. Et l'objectif, c'est de la faire jouer dans des films, ce qui veut dire qu'un autre acteur ou une autre actrice ne pourra pas jouer dans ce film. Problème aussi puisque cette actrice ne se plaint pas, ne fait pas la grève, ne demande pas d'augmentation et ne peut pas notamment porter plainte pour harcèlement puisque c'est une IA, ce qui explique bien un problème éthique bien sûr. L'histoire aurait pu s'arrêter donc à ce test, pourtant le producteur italien Andrea Iervolino, à l'œuvre sur Ferrari et To the Bone, a dévoilé ce qu'il prétend être le premier film réalisé par un réalisateur virtuel baptisé Feline AI, un clin d'œil au légendaire metteur en scène italien Federico Fellini. Alors cette fois-ci, ce n'est pas qu'une actrice, mais c'est carrément un réalisateur IA. Et si on part comme ça, on peut donc imaginer un réalisateur IA, mais aussi des acteurs IA, une histoire écrite par l'IA, et dans ce cas-là, ce sont tout un écosystème du cinéma qui s'écroule. On vous tiendra bien sûr au courant de la suite et de l'évolution de cette situation, mais ce n'est pas sans rappeler, bien sûr, les polémiques autour de la voix off et de la traduction, avec une IA qui aurait pu doubler Stallone, le doubleur de Stallone qui est malheureusement décédé en France, et qui a failli être remplacé par une IA, mais suite à plusieurs tests et surtout aux comédiens de voix française, de voix off française qui se sont mobilisés avec Protège ta voix off ou Touche pas à ma voix off, eh bien ce projet a été abandonné. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sorties ciné et autres sorties streaming et polémiques peut-être sur la sphère hollywoodienne. Je vous donne rendez-vous aussi demain pour un autre Magal West. Ce sera à 17h avec notre invité Le Volcan qui nous parlera du Haddock Festival. Je vous dis à demain j'espère et une très bonne soirée avec Technologie qui nous chante Echo Thrills. C'est une nouveauté.